De retour pour un nouveau sujet. Quel espoir quand on est aidant? Et puis, on attend Pascal. Sinon, bah, on verra comment faire l'interview autrement que sur Instagram. Ah, ok. Euh, Maintenant, bon, Pascal, je te vois. Maintenant, tu peux, voilà, tu as fait une demande. Merci. Donc, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche à la gestion de la douleur des personnes qui s'occupent d'autres personnes, les aidants familiaux. Et puis, on verra un peu ce qu'il en est. Pascal, j'ai accepté ta demande. Donc, normalement, tu devrais apparaître. Donc, on va y arriver. Mhm. Bon, Ah, voilà, voilà, ça y est. Bonjour. ça fait Enfin, évident. ça y est. Bon, bah, si on s'entend bien, c'est parfait. C'est bon Oui, pour toi? ça va très, Ok, ça va très bien. très bien. Ouais. Ok, bon, j'ai déplacé un peu la caméra pour que ma tête ne soit pas coupée. Parfait. Donc, je te vois bien. Très bien. Ouais. Ben, merci d'être là. Et puis, Avec comme plaisir. je disais, je pense que c'est la deuxième fois que tu nous aides pour un sujet, donc tu connais déjà la maison. Ouais. Et puis, aujourd'hui, on va parler voilà, d'un thème un peu plus transversal qui touche à la gestion de la douleur. Euh, et puis, tu nous feras part de ton expérience et tout. Donc, pour rappel, on fait souvent un petit tour de présentation où voilà, chacun décrit un peu voilà, ce qu'il fait, pourquoi, et puis on embraye directement sur l'ordre du jour. Donc, je vais Mhm. commencer. Donc, moi, c'est Robert Edoux, cofondateur de Cashman. Concrètement, on aide les gens à surpasser la douleur en développant leur force mentale pour passer au niveau supérieur. Maintenant, le niveau supérieur, ça dépend des gens. C'est que tu sois entrepreneur, que tu sois d'une situation désespérée, c'est pas la même chose. Que tu sois en couple, donc le niveau supérieur, tu le définis selon tes besoins du moment. On va dire ça comme ça. Donc, Mhm. du coup, on va beaucoup être à la croisée de plein de disciplines qui, voilà, tout ce qui est gestion des émotions, voilà, quoi, force mentale, voilà, des outils de communication, ça dépend des besoins. Mais l'idée, en fait, c'est de dire qu'OK, on est tous différents et que on a besoin de se connaître pour faire un pas en avant. Ça, ça, c'est le point commun et que, voilà, c'est souvent bien de, d'être vulnérable. C'est souvent aussi bien de pouvoir se dépasser, de ne pas rester dans la victimisation, mais voilà, d'accepter déjà qu'on a des problèmes qui peuvent nous dépasser, voilà, pour aller de l'avant. Donc voilà, Ok. Ah je oui, te bah laisse te écoute. présenter. Comment? Je te laisse te présenter Ah, du coup. avec plaisir, oui. Oui, donc moi, Pascal Lelay, donc je suis sophrologue. Enfin, c'est mon premier métier en tout cas, dans tout ce qui concerne l'accompagnement. Donc c'est surtout bah oui, un métier d'accompagnement des émotions. Donc quand on parle d'ailleurs de douleur, moi j'aurais presque plus une extension pour parler de souffrance. En tout cas, je pense que la douleur, elle est extrêmement reliée au corps. Donc ça, c'est des choses dont il faut tenir compte. Et qu'une situation ouais, va forcément impacter physiquement une personne.
Donc c'est mon quotidien. Donc là après, on peut effectivement avoir, et je rencontre beaucoup de personnes où je dirais que le premier contact en général, ça va être tous ces dérèglements sur leur rythme de vie. Donc on va avoir le sommeil, on va avoir parfois des difficultés dans l'ordre des émotions. Mais très souvent, derrière, effectivement, c'est tout un mode de fonctionnement qui est, euh, qui est à entendre et puis de pouvoir trouver un nouvel équilibre. Mhm. Donc, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est jamais tellement facile. Moi, j'ai longtemps travaillé sur une plateforme qui s'appelait la plateforme des aidants. Donc là, c'était pour recevoir justement des aidants familiaux, pour travailler avec les aidants et leurs malades. Donc, c'était plutôt des personnes Alzheimer. Et après, enfin, en parallèle, je travaillais beaucoup aussi avec une autre plateforme qui m'envoyait sur du soin palliatif à domicile. Donc ça, j'ai démarré comme ça et maintenant je suis en cabinet et c'est encore et maintenant toujours le même public que je rencontre et je travaille beaucoup avec France Alzheimer encore. Good, c'est bien ça. Ça fait une richesse en termes d'expérience. Donc, ça, c'est pas mal. Euh, Ouais. Merci. Du coup, là, on va aller directement dans le sujet. Et pour rappel, aujourd'hui, le sujet, c'est quel espoir pour les aidants, particulièrement les aidants familiaux. Donc, Ouais. voilà, ceux qui s'occupent des autres. Mais avant de commencer, j'aimerais un peu savoir qu'est-ce qui t'a un peu poussé vers cette voie-là? Vers vers les aidants, Ouais. ouais. Euh, Effectivement, moi c'était pas, j'étais pas donc au départ sophrologue, c'était pas mon premier métier. Euh, Je- J'ai eu beaucoup enfin, pendant une période, des successions de décès dans ma famille, hein. Ça a été pour commencer mon jeune frère, c'était un accident qu'il a eu. Euh, j'ai vu mon père par la suite très affecté et qui n'a pas surmonté émotionnellement ce drame et qui s'est affaibli. Euh, donc là, je me suis retrouvé aussi dans une situation d'aidant, même si ça a été très rapide. Euh, mais ce que j'ai pu noter, c'est toute la sensation d'isolement, on ne sait pas quoi faire quoi, face à une fin de vie. Et puis tout l'impact corporel. Moi-même, j'ai senti toutes les douleurs qui pouvaient apparaître, que ce soit au dos, que ce soit des changements au niveau du poids, et puis les émotions et le caractère qui change, avec un sentiment de fatigue. Donc tout ça, ça m'a personnellement déjà interrogé, et c'est pour ça que je me suis formé en sophrologie. Voilà. Et étrangement, sans même m'en rendre compte, les premiers contacts que j'ai faits quand j'ai commencé à travailler, j'ai contacté l'hôpital qui est à côté de chez moi, et je me suis présenté en tant que sophrologue. Et en fait, je, c'était une plateforme justement d'accompagnement pour les aidants. Et ce qui est étrange, c'est que je me suis rendu compte après que la démarche que je faisais, c'était celle que j'avais vécue, moi, de l'autre côté, d'être aidant. Voilà, il y a eu un petit temps de retard pour prendre conscience que finalement, je me retrouvais à aider des personnes pour vivre, enfin, qui vivaient la chose que j'avais vécue. Et voilà. Donc, pour moi, il y avait un petit peu, quelque part, voilà, je suis tombé dedans, quoi, en quelque sorte, par rapport à ça. Et, et puis c'est un public émouvant. Ouais. Tu es tombé dedans, pas quand tu étais petit, mais quand tu étais grand. C'est ça. Ouais, oui, oui. Malheureusement, c'est vrai que quand on parle des aidants, il y a un peu tous les âges, hein, même si la majorité des personnes ont plus de 50 ans, il y a quand même, je crois qu'on note maintenant 11 millions d'aidants en France. C'est quand même pas peu de choses. Et sur les 11 millions, bah oui, il y a aussi des jeunes aidants. Euh, enfin, donc, ça peut toucher tout le monde. Quand tu dis 11 millions dedans, tu fais référence uniquement à la maladie, ceux qui s'occupent de personnes qui souffrent d'Alzheimer ou bien des dents de façon générale, ceux qui s'occupent d'autres personnes qui sont en situation, on va dire, difficile. Là,
priori, ce que j'ai pu voir comme statistique, ça concernait effectivement tous les aidants, mais bon, le problème aussi, c'est de les recenser, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aidants et qui ne vont pas demander de l'aide, qui vont pas se manifester, simplement parce que déjà ils sont surchargés. Et puis il y a beaucoup de personnes effectivement qui sont encore salariées, qui donc d'ailleurs dans les pays anglo-saxons, la notion d'aidant, de proche aidant, ils parlent eux d'aidant naturel. Mm. Tu vois, donc c'est et effectivement il y a encore un petit peu ça. Il y a beaucoup de personnes qui estiment qu'effectivement c'est de leur devoir et c'est naturel de s'occuper d'un proche. Donc du coup ils vont pas aller ni se plaindre ni se présenter en tant qu'aidant. Donc voilà, il y a sûrement plus de 11 millions en tout cas. D'accord, Du coup on peut s'attendre à ça, quoi. Mm. d'accord, d'accord. Et du coup, si je comprends bien, en fait, il y a des aidants, bon, disons qu'ils soient naturels ou pas, mais ils souffrent, mais ils ne reconnaissent pas leur souffrance. Alors, ils souffrent, ça c'est certain, puisque en fait, sur l'ensemble des plaintes, euh, il y a, il y a quand même beaucoup de plaintes sur de la fatigue, les troubles du sommeil, des troubles alimentaires. Euh, on arrive même sur vraiment des questions qui touchent leur espérance de vie, hein, puisque dans les 3 années qui suivent la maladie d'un proche, il y a 60% des aidants qui ont une surmortalité. Donc, enfin, c'est vraiment un gros sujet. Et c'est surtout que ils vont pas aller se plaindre parce que eux sont en bonne santé, a priori. Donc, ils donnent tout pour aider la personne qu'ils accompagnent. Tu vois, il y a vraiment une culpabilité à aller de leur part se plaindre et puis demander de l'aide, alors qu'ils voient leurs proches s'effriter et puis progressivement disparaître. Donc, du coup, ils donnent tout. Il y a vraiment ça. Et, et c'est ce don de soi, bah oui, ça va jusqu'à un épuisement complet. Euh, et c'est difficile de les aider, hein, très difficile. Difficile d'aider les aidants, mais d'ailleurs, c'est comme ça que c'est qu'on l'avait fait avec France Alzheimer, justement, et les plateformes de répit. On l'avait annoncé vraiment beaucoup d'affiches où on l'avait marqué aidant, on peut vous aider. Mm. Euh, mais on avait peu de public, ils viennent pas. Ils viennent pas parce que du coup, il y a cet épuisement. Euh, faut imaginer aussi que quand ils ont quelqu'un à domicile, s'en occuper, c'est un temps complet. Dès qu'ils ont quelqu'un qui vient les remplacer, bah c'est un saut de puce pour eux pour aller faire des courses, des choses comme ça. Mais prendre, imaginez de prendre ce temps-là pour aller se détendre, c'est inconcevable, quoi. Ils ont l'impression d'abuser de personnes, d'un environnement. Donc c'est très lourd. Ouais. Oui, en gros, bon, c'est un équilibre difficile à trouver parce que c'est un peu comme un devoir de s'occuper de la personne. Et sauf que dans ce devoir-là, voilà, il n'y a plus de limite. Et en même temps, on ne peut pas exprimer le mal-être qui est dû à ça parce que peut-être la société nous jugerait, parce que voilà. Et on devient un peu prisonnier de la situation d'aide. Euh, Il y a, Complètement. il y a Révérend Grandam qui disait que pour l'avoir expérimenté, apparemment, dans certains cas extrêmes, les dents dépérissent même plus vite que le malade. Je pense que là, Oui, 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 tout euh, à fait, je confirme ça, hein. Là, effectivement, je crois qu'il y avait j'avais vu des chiffres, on était, je crois, aux alentours des 20% de personnes qui décèdent avant le malade qu'ils accompagnent. Donc, oui, l'épuisement mental entraîne un épuisement physique et puis on a une fragilité complète. D'ailleurs, dans le plan Alzheimer tel qu'il a été conçu, le premier point de vigilance, tout est orienté pour justement accompagner les aidants. Donc c'est vraiment une prise de conscience. Et là, je parle pour la maladie d'Alzheimer, mais on voit de plus en plus maintenant de café des aidants, d'actions qui sont là pour les aider. Euh,
Mais je pense que la culpabilité, elle vient pas de l'environnement extérieur. C'est pas tant le regard extérieur qui craignent, c'est eux-mêmes qui ont un regard très dur et puis qui n'acceptent pas l'idée de prendre du bon temps. C'est là souvent présenté un peu comme ça, de se détendre, alors qu'ils voient leurs proches qui est en souffrance. Mhm. Donc ça, c'est très compliqué. C'est des actions que, que je mettais en place, voilà, de créer des temps de répit, déjà, simplement. Euh, pour ça, bah, c'est bien d'avoir des partenaires, pour avoir des personnes qui vont au domicile pendant ce temps-là, qui les relaient, pour que ce soit vraiment un temps dédié. Parce qu'il faut imaginer aussi que dans leur rythme, tout est une question de rendez-vous, hein. Il y a des rendez-vous médicaux tout le temps, surtout pour leurs conjoints, enfin, ou quand il s'agit de conjoint ou une mère ou un proche, un enfant. Et donc, du coup, prendre un rendez-vous pour eux, c'est surtout un rendez-vous en plus. Mhm. Donc, voilà, là, il y a vraiment un gros travail à faire pour oui, qui s'autorisent à prendre ce temps-là. En fait, quand tu parles, je vois beaucoup de trucs en annexe, c'est-à-dire, je vois la question des personnes âgées, par exemple, puisque d'une certaine façon, à un moment donné, on doit s'occuper d'elles. Et je pense que c'est peut-être pour ça que le concept des maisons de retraite est né, pour ne pas peut-être euh, avoir les enfants qui se sentent surchargés. Bref, il y a un équilibre à trouver. C'est-à-dire, au-delà même des personnes malades, tout simplement les personnes qui ne sont plus forcément en autonomie. Et voilà, c'est jusqu'où je m'occupe de l'autre, et quel équilibre je trouve pour m'occuper de moi, sachant que si je vais mieux, je serai en capacité de mieux accompagner l'autre. Mais là, c'est plus, comme tu le dis, j'ai pas le droit d'aller bien parce que l'autre, il va pas bien. Ah bah oui, clairement, bien sûr. Oui, oui, ça c'est très compliqué, ouais. Je crois qu'ils veulent porter avec la personne qu'ils accompagnent la souffrance et puis la partager, hein. Mhm, Donc, je l'entends souvent, hein, ça, hein. Il y a cette petite phrase aussi où les gens disent je donnerai tout, je donnerai de ma santé, j'en donnerai un petit peu, quoi, si mhm, je pouvais les aider, quoi, parce que moi je suis en bonne santé. Mais concrètement, c'est ce qu'ils font. Ils donnent de leur santé. Mais ça n'aide pas forcément, quoi, au contraire. Euh, et le relais, oui, il est important parce que je crois qu'effectivement, ça renvoie à tout, y compris dans le vieillissement, la question de la dépendance. Euh, ce qui est important derrière tout ça aussi, je crois que les rendez-vous qu'on propose, nous, en tant que thérapeutes, c'est des temps de rencontre. Et ça, c'est riche pour que les personnes sortent de l'isolement dans lequel ils sont, quoi, en tant qu'aidants. et ça se passe comment les temps de rencontre? Il faut prendre un rendez-vous, la personne se ramène vient avec la personne aidée. Comment ça se passe? Quelle est l'organisation mise en place pour accueillir l'aidant et l'aider? Ouais. Euh, très, bon, pour l'instant, moi, c'est souvent avec France Alzheimer que je travaille parce que c'est eux qui se trouvent à avoir quand même une grande visibilité et pas mal de moyens aussi pour travailler comme ça. Donc, il y a plusieurs possibilités, hein. Là, il y a pas mal de personnes que je reçois où il suffit d'être adhérent. Donc ça, je crois que c'est 30 euros l'année. Et moyennant cette adhésion, en fait, ils peuvent venir sur plusieurs ateliers, donc librement, que ce soit les ateliers de répit ou des temps de parole avec un psychologue, ou même parfois des activités sportives qui leur sont proposées. Mhm, Ça, c'est que pour les aidants. Il y a aussi des temps qu'on appelle des temps relais, où là, il y a aidants et aidés qui se retrouvent ensemble. C'est-à-dire que justement, ils peuvent venir avec la personne qu'ils accompagnent, qui va être pris en charge le temps qu'eux fassent quelque chose d'autre. Donc, il y a quand même pas mal de petites choses, et ça, c'est important. Et surtout derrière, voilà, je crois que dans tous ces temps qui sont proposés, c'est des rencontres où ils vont ou bien être informés, avoir une formation précise sur ce qu'ils vivent, de façon à pouvoir se déculpabiliser aussi, puis bien, ouais, bien saisir tous les enjeux et comprendre aussi
euh, même sur la question du droit, enfin, il y a des accompagnements sur les successions, tout ça. Et derrière, enfin, je pense que ça, voilà, il y a la formation et puis surtout des temps de rencontre. Ça, c'est important. Ouais. Donc, je dirais que moi, j'ai un rôle qui est, en tant que sophrologue, qui est assez agréable parce que finalement, on va assez peu parler de la souffrance ou de la maladie. On reste plus sur se réapproprier des sensations, des temps pour soi. Euh, et surtout, on commence un petit peu aussi à parler de, de cette question de ouais, qu'est-ce que c'est que de voir une personne disparaître, tu vois, de comment peut-être s'y préparer réellement, c'est-à-dire peut-être l'accepter. Et pour ça, pour l'accepter, euh, d'expérience, je me suis rendu compte qu'il faut aller euh, créer des sortes de situations où les personnes vont pouvoir aller revivre des, ou des souvenirs positifs Mhm. ou des éléments qui les relient à des valeurs profondes, tout ce qu'ils ont pu vivre et qui les a construits. Par exemple, pour la transmission d'un père vers c'est un enfant, de voir voilà, qu'est-ce que je garde de tout ce de tout ce que j'ai pu vivre avec cette personne. Ce qui fait qu'une fois que j'ai compris ce que je garde en moi, et que j'ai vraiment intégré que voilà, j'ai ces valeurs qui me nourrissent toujours, là, je suis déjà plus prêt à accepter le départ de l'autre. Et je pense que ça, c'est des éléments de conscience importants à mettre en place, parce que tant qu'on n'est pas allé là sur ce terrain-là, on l'accepte pas le départ, parce qu'on a l'impression effectivement de tout perdre. Donc c'est important d'aller voir aussi ce qu'on garde, ce qu'on nous a transmis, et puis voilà comment. Ça marche aussi bien pour les dents. C'est important aussi qu'ils prennent conscience de ça, mais c'est aussi important pour le malade lui-même parce qu'il a besoin aussi là aussi de se rendre compte de ce qu'il a pu transmettre et comment, bah, voilà, finalement quelques valeurs vont pouvoir encore euh, bah, se poursuivre au-delà de sa propre existence. Et voilà, là on interroge la transmission, et ça c'est vraiment riche, très très. Mhm. Globalement, en fait, c'est une façon de donner du sens à la suite, une fois que l'autre sera parti. Et Oui, quand tu parlais, ce qui me venait en tête, c'est justement, comme les dents, ils se sentent, ils culpabilisent beaucoup s'il prend des moments pour lui. Est-ce que justement, euh, est-ce que ça a déjà été testé de passer par l'aider pour justement le rassurer que c'est normal qu'il puisse prendre du temps pour lui? Donc, par exemple, si c'est un couple, que ce soit l'aider qui dise par exemple à sa femme ou à son mari qui s'occupe de lui ou d'elle, non, tu as le droit. Je comprends que tu m'aimes beaucoup, je comprends que tu veux, mais ça ne me fait pas plaisir de te voir aller mal quand moi déjà je vais mal. Donc, il peut y avoir une réciprocité. Et du coup, les dents pourraient beaucoup mieux, il pourrait être lesté de ce poids, avoir plus de liberté pour avoir des moments pour lui. oui, 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 oui. Ça, souvent c'est le cas, hein, mais c'est pas parce qu'une personne le dit, tu sais, dans la relation, qui est une relation aussi d'amour, en fait, je rencontre souvent des personnes qui vraiment leur rôle change en fait hein, aussi. Hein. Ils existent aussi dans ce rôle d'accompagnement au bout d'un moment. Mhm. Donc même si l'aider à ce discours-là, de dire, de vouloir que l'autre prenne du temps, ça reste compliqué parce qu'il y a aussi d'autres dimensions. Il y a la dimension financière. Tu vois, qu'est-ce que c'est que de bon de pouvoir avoir des personnes qui interviennent ou à domicile ou même en EHPAD ou autre, c'est de placer une personne en EHPAD, c'est pas simple. Donc il y a aussi Mhm.
voilà, cette réalité qui est compliquée, hein. Mhm. Bon, je pense que c'est- je ne dis pas que c'est pas compliqué. Ce que je dis, c'est à un moment donné, il y a toujours des priorités, tu vois. Et là, pour le coup, la priorité, c'est déjà que les dents ne s'engouffrent pas plus vite que les dés. C'est ça. Donc, quel que soit, voilà. Et partant de là, vu que c'est tellement difficile d'avoir accès à les dents, vu ils se ferment déjà, ben, les dents devient un peu comme quelqu'un de légitime à ses yeux pour avoir des paroles, en tout cas beaucoup plus légitime que d'autres personnes. Bon, là, je parle du principe qu'ils s'entendent bien, parce que, bon, s'ils s'entendent pas bien, c'est autre chose. Pour Adam, ça veut dire, c'était juste un axe. C'est-à-dire, au lieu de vouloir euh, faire prendre conscience à les dents et peut-être de vouloir forcer de tout, peut-être de passer par, en tout cas, de mettre les dés dans la boucle. Ça peut être pas de Oui. la sensibilisation parce que tout à l'heure, tu m'as dit que par moment, l'association organisait des moments de rencontre où il y avait aussi des aidants et des aidés. Donc, ça peut être bien même Ah, en tant que moment de sensibilisation. Et, et puis, c'est voilà. en, c'est en, c'est en relais, effectivement, ce qu'on appelle nous les haltes relais, moi dans tout ce qui est en lien avec l'association France Alzheimer, c'est en relais, et oui, ils sont importants pour ça parce que justement, on les appelle relais dans le sens où ça permet à l'aider de voir que enfin, les dents, je veux dire, ça permet à l'aidant de voir que son aidé, le malade, peut être bien pris en charge. Euh, donc, voilà, il voit une équipe, un accompagnement, même si c'est sur quelques heures, et ça permet aussi de pouvoir prendre euh, conscience que c'est pas juste comme ça de se débarrasser de l'autre, mais c'est de lui offrir aussi un cadre dont il a besoin, avec des gens qui sont formés, qui sont spécialisés, et puis voilà. Et ça, je pense que on recrée comme ça des conditions de sécurité et c'est important. Et c'est seulement quand tout ça va être bien mis en place, quand les personnes se sentent en sécurité, et qui savent que la personne qu'ils aiment est bien entourée et que c'est pas juste de s'en débarrasser, c'est seulement à ce moment-là qu'ils vont pouvoir commencer à prendre du temps pour eux. Donc oui, tout, tout, toutes ces actions, elles sont vraiment importantes. Là, je voyais tout à l'heure, il y avait un petit commentaire pour dire que c'est dommage, on n'en parle pas assez, mais je pense que ça mérite d'être relayé, toutes ces informations-là, parce que on les presque dans des actions quasiment de gratuité. Donc, c'est bien. Faut en parler. Je pense que même les médecins sont pas assez encore au fait, et toutes les professions médicales d'ailleurs. Et effectivement, ça passe pour l'instant par, bah oui, ça passe forcément par le relais médical parce que c'est eux qui s'occupent, en s'occupant du malade, doit aussi avoir ce regard sur les dents. Mhm, mhm. Ouais, c'est pas simple en tout cas. Non, c'est pas simple et puis surtout encore dans tout le domaine, pour l'instant, tous les types d'accompagnement qu'on peut avoir, on a tendance un petit peu encore à avoir des difficultés à aller vers, on avait un peu échangé là-dessus, sur cette question justement de la dimension spirituelle. Une fin de vie, c'est pas seulement un corps qui souffre, c'est pas que la question du corps, je pense que la souffrance, elle est vraiment liée à la non-acceptation de, de voir l'autre partir ou même soi-même de s'en aller sans avoir pu transmettre, dire ce qu'on a envie de dire, faire le point un peu sur qui on est. Euh, et ça c'est des choses vraiment importantes. Et sans aller jusqu'à dire qu'on va remuer des choses douloureuses, on peut aller simplement, même par visualisation, se projeter dans ces dialogues-là. Moi, je l'accompagne beaucoup, ça, notamment sans aller même
chercher chez les gens vraiment qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement, mais on peut aller créer une visualisation. Ils vont dans un espace ressources et puis là, ils se posent et puis ils peuvent commencer à mettre un objet qui représente la personne, si elle peut plus parler ou même simplement la voir et puis lui dire merci. Merci pour, tu vois. Et ça, c'est des choses qui permettent de se mettre un peu au clair avec tout ce qu'on a envie de dire, et si on n'arrive pas à le dire réellement. Mais le fait de l'avoir transmis, ça permet aussi de se délester et puis d'autoriser le départ de l'autre. Et ça, je l'ai vécu en séance, hein, quand j'allais en soins palliatifs. J'avais été invité une fois, donc j'étais invité à aller chez des personnes pour justement rencontrer une femme aidante qui était très mal. Et j'étais rentré chez eux, il y avait même son mari qui avait participé à la séance. Et en fait, sa mère était en fin de vie vraiment. Donc je l'ai pas vue, sa mère, elle était à l'étage dans la maison. Et on avait fait la séance où je me disais, mais en fait, j'arrive pas à lui dire au revoir. C'était ça, j'arrive pas à lui. Et on avait juste fait à un moment donné un petit geste comme ça où elle laissait les mains partir et puis euh, voilà, elle lui donnait tout l'amour qu'elle avait, tout ce qu'elle ressentait. Et en même temps, voilà, elle gardait en elle tous les sentiments de bien-être, tout ce qu'elle a pu recevoir et qui la nourrissent encore. Donc c'était un peu comme voilà, une respiration, j'inspire, j'expire, je donne et je reçois. Et puis à un moment donné, elle a commencé à tendre les bras comme ça, puis elle avait fait un signe comme ça, puis elle a dit, tu sais, j'ai eu l'impression que ça y est, je disais au revoir à ma mère. Donc on avait fait cette séance-là. Et je reprends ma voiture après, je repars et 10 minutes après, j'ai un appel et elle me dit, mais c'est dingue parce que en fait, juste après la séance, je suis monté dans la chambre, ma mère était décédée. Donc il y a quand même des choses où cette personne-là me remercie parce qu'elle me disait, c'est bien parce que le fait d'avoir pu vraiment être en position de je dis au revoir, finalement, ça lui a permis d'être prête à ça. Et alors, coïncidence ou non, je sais pas, mais en tout cas, elle dit aussi qu'elle a senti que ça permettait aussi à sa mère peut-être de elle, s'autoriser à partir. Toujours été qu'il y a, voilà, des sortes de moments comme ça en soins palliatifs, on en a beaucoup. Et c'est bien ouais, de les accompagner, quoi. Oui, et au-delà même de ce côté, parce que là, en fait, tu parles du lâcher prise. Elle Oui, avait lâché prise finalement. Mais au-delà de ça, la dimension spirituelle apporte de l'espoir là où il n'y en a plus à certaines personnes. Parce que c'est là, ça. quand on accompagne des personnes qui sont en fin de vie ou bien qui sont probablement en fin de vie, bon, moi, je prends en général, je parle des personnes handicapées, les personnes qui souffrent de cancer, les personnes, voilà, il y a plein de situations où clairement la personne n'est plus autonome en tout cas et probablement elle ne le sera plus. Donc, du coup, se projeter même dans l'avenir, c'est compliqué. Puisqu'on va, Exactement. on converge inexorablement vers quelque chose de négatif. Donc, Ouais, comment le mental vit avec ça, tu vois? tout à fait. Et, et, Ouais, et là, ouais, parce que la spiritualité, peu importe quel type de spiritualité est, elle apporte un moyen de soulager la souffrance. exactement. Oui, et c'est juste, c'est là où on peut parler, même si c'est difficilement envisageable, mais dans un premier temps, mais c'est là où on peut parler effectivement d'espoir. Parce que très souvent, moi j'entends cette phrase, les aidants sont tellement épuisés qu'ils disent mais je n'en peux plus, quoi, j'en peux plus, je veux que ça s'arrête. Là, bon, forcément, je veux que ça s'arrête, c'est un aveu qui est difficile parce que quelque part, ils peuvent pas, ils n'acceptent pas même ce propre aveu qu'ils ont envers eux-mêmes. C'est-à-dire de dire, voilà, que ça veut dire quoi, ça s'arrête. Ça veut dire que finalement, ils sont dans la volonté que l'autre disparaisse pour que ça s'arrête. Donc là, c'est là où c'est douloureux. Et donc, se préparer réellement à ça, à l'accepter,
oui, donc ce qu'on peut appeler le lâcher prise, et puis surtout faire le point sur ce qu'on conserve et ce qui nous nourrit encore et ce qu'on nous a transmis et ce qu'on va pouvoir encore transmettre. Donc c'est cette sorte de chaîne de transmission, et c'est déjà un élément de la spiritualité qui redonne effectivement l'espoir de d'être dans une sorte de vision du futur et puis de s'y inscrire. Ouais. Et d'avoir encore, au-delà de ce qu'ils vivent, de retrouver le goût de la vie. Et ça c'est vraiment un gros sujet parce que euh, quand on voit un être auquel on tient disparaître progressivement, oui, ce retour vers soi, il est essentiel pour pouvoir identifier tout ce qui nous tient à la vie, nos goûts personnels, nos goûts qu'on a pu recevoir, qui nous ont été transmis, et de faire le point sur tout ça, c'est ouais, retrouver justement l'espoir d'avoir simplement le plaisir de vivre. Mhm. D'arriver à retrouver de la paix, de la légèreté dans cette souffrance. Ouais, c'est ça. C'est ça le but. C'est-à-dire qu'il y a la souffrance qui ne part pas, mais il faut arriver à trouver une zone où on est stable et on arrive à, en tout cas, à vivre avec ça. Mm. Parce que justement, c'est une forme de souffrance chronique. On ne sait pas quand ça va finir, c'est continu. Et du coup, voilà, si on reste trop dans le fait que ça doit finir dans le futur, ben, on souffre maintenant. C'est pas ça Ouais, la solution. Non, la solution, c'est, OK, en supposant que ça va durer comme ça va certainement durer, comment je fais moi pour aller mieux? C'est comme si je portais un fardeau qui est plus lourd. Comment je fais pour développer ma capacité de façon à continuer avec ce fardeau? C'est pas que mm. j'espère qu'on va m'enlever le fardeau. Euh, Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, là, il y a vraiment il y a vraiment une question d'endurance hein, dans ce qu'ils vivent. Hein. Euh, moi, je vois, c'est vrai, je fais vraiment le rapport parce que je fais beaucoup de courses à pied. Et c'est vrai que, comme quand on fait un marathon, la question à un moment donné, c'est de comment on arrive à tenir dans l'effort. On ne peut pas arrêter. Donc, à un moment donné, je suis dans l'effort, je suis dans la souffrance ou la douleur, mais je vais trouver peut-être à gérer ça pour pouvoir rester et puis aller au bout de ce que je dois faire. Et je pense que pour les aidants, il y a cette question d'économie de soi, à un moment donné, exactement. qui est vraiment à mettre en place. Et c'est pour ça que la question du répit est vraiment importante. Il s'agit, c'est quelque chose qui est sur le plan pédagogique qui est vraiment à argumenter parce que se détendre quand on voit un être qui est en souffrance, c'est vraiment inacceptable. Par contre, si on l'a saisi que l'épuisement physique va nous détruire, c'est déjà un argument important pour pouvoir s'autoriser, au moins à avoir un répit euh, et pour tenir, quoi. Ça, c'est notre porte d'entrée. Mhm. C'est vraiment une porte d'entrée pour que ça devienne un petit peu acceptable. Et puis après, oui, on travaille et puis là, on arrive à progressivement explorer toute la question de la fin de vie. Et, et puis, oui, on a beaucoup de domaines à explorer pour ça. Et ça, c'est ce qui est donc effectivement pour moi, ouais, cette dimension spirituelle, elle est vraiment importante. On ne peut on peut pas approcher la fin de vie en restant que sur le corps. En restant que sur le concret, sur le matériel. Ah oui, c'est ça. Parce que de toute Parce que là, on façon, parle de souffrance déjà. Déjà, la souffrance en elle-même, elle a une dimension abstraite. ouais, Euh, donc, c'est pas. On peut bien être portant physiquement, mais on souffre de ouf. Donc, ouais, en gros, c'est limiter les moyens d'accès à une forme de guérison. Parce que là, typiquement, on est bien, on ne parle pas d'arrêter la souffrance. Donc, en gros, on ne parle pas d'arrêter le mal. On parle de s'accoutumer au mal. oui, oui, oui. Enfin, c'est même, ça va au-delà. Ça veut dire que, en fait,
on prend, c'est vraiment d'intégrer cette idée que, bah oui, la vie est reliée aussi avec la mort, hein. Donc, on ne peut pas toujours retenir les choses. Euh, et là, même, c'est des choses simples, hein, mais quand on fait un temps de répit, toi, tu inspires, tu expires, on a besoin d'être dans l'inspire, on a besoin d'être dans l'expire, on peut pas être que dans l'inspire ou que dans l'expire. Et donc, à un moment donné, on leur a beau faire, on est humains et on les reliait à des rythmes, des cycles de vie, et, et là, c'est là où oui, il y a le lâcher prise pour pouvoir bah ouais, accepter ça et puis et d'y trouver à un moment donné oui, une véritable acceptation. Mais pour ça implique vraiment de ouais, pouvoir se recueillir, de pouvoir euh, retrouver comment on peut structurer notre temps nous-mêmes, euh, tous les moments importants de la vie qu'on a vécu, comment ils nous portent encore et qu'est-ce qui nous donne j'en parlais tout à l'heure du goût de la vie, les valeurs importantes, ça c'est, et puis voilà, ça je le vois même après pour les personnes qui ont du coup perdu euh, leur, leur aider, c'est de pouvoir aussi s'octroyer des moments où ils y pensent. Là, on est dans la question du recueillement, mais euh, on a du mal avec ça ici. C'est vrai que on voit les cimetières sont loin des centres-villes, on met loin la mort, alors que c'est vrai que d'avoir ou un espace, une photo, ou même visuellement de s'autoriser à aller rendre visite et puis d'avoir cette intention envers l'être qu'on a pu aimer, c'est des choses importantes. Mhm. Ouais, c'est clairement. En gros, de pas fuir la réalité, en fait, finalement. Euh, la, Pas la... Ouais, ouais, ouais. la Et mort. puis encore de pouvoir se rendre compte que par le mental cette dimension spirituelle, euh, ben on peut en quelque sorte se rendre compte à quel point la matière, même si elle n'est plus là, même si la chair d'une personne n'est pas là, on est encore accompagné partout. Euh, on porte en nous toute cette transmission. Et ça, c'est ce qui est important pour pouvoir, oui, accepter. Mhm, mhm. Ah, c'est bien. En tout cas, je retiens le côté accepter la mort comme faisant partie de la réalité et du coup d'accepter cette dimension spirituelle pour, entre Ouais, guillemets, apporter plus de sens à ce qu'on vit, nous aider à tenir plus, c'est comme tu ça. prenais l'exemple du marathon, parce que voilà, faut tenir en fait, faut endurer. Oui, Et, oui, oui. Mais et effectivement, la question du sens du vécu, oui, elle est importante. Qu'est-ce qui fait sens pour nous aujourd'hui? oui, Euh, justement la dimension spirituelle est une porte d'accès pour trouver ce sens. Il y en a d'autres. Moi, je voyais par exemple le sens sans forcément être dans le côté fin de vie, de façon générale, quand tu rencontres des difficultés extrêmes, c'est dire, voilà, la personne, elle doit trouver du sens, mais le plus souvent, elle passe du temps seule parce que les moments qu'elle passe avec vous, c'est des moments ponctuels. Comment aider la personne à rester dans une dynamique positive, sachant qu'elle est seule? Donc, l'idée, c'est peut-être d'arriver à lui, entre guillemets, vendre un projet. Ça peut être d'écriture d'un livre. Ça peut être bref, un projet où, en fait, elle va utiliser sa souffrance pour créer quelque chose. Et dans ce ouais, parcours de création, non seulement elle aura l'opportunité de méditer, de faire tous ces ensembles de visualisations, même de façon indirecte, mais surtout, elle aura aussi le processus d'extérioriser ses émotions et tout ce qui va avec comme souffrance de façon indirecte ou inconsciente. Et en plus de ça, la finalité, ça pourrait aider à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il y aura du sens. Donc, c'est pour te dire, est-ce qu'on peut pas greffer, du coup, convaincre plutôt la personne de faire quelque chose à côté qui va
pour eux tout un ensemble d'actions qui participeront indirectement à sa guérison. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'entends ce que tu dis là. C'est vrai que l'idée, ça pouvait être de transcender effectivement toute cette souffrance, tous ces questionnements oui, par la création. Alors ça, il y a des ateliers qui commencent à se créer, hein. Effectivement, tu peux avoir de l'art-thérapie, tu peux avoir de la musique, il y a beaucoup de choses. Et là, on parle de plus en plus maintenant d'éducation thérapeutique du patient, mais et on parle de plus en plus d'éducation thérapeutique des aidants, où là, il y a des ateliers qui leur sont proposés. Mais ce qui est important derrière ça, c'est de pouvoir garder le lien et une régularité. Euh, donc ça, c'est important parce que euh, c'est surtout l'isolement qui est vraiment dangereux. Euh, et il y a aussi des séjours répit, il y a plein d'actions, mais ça faut vraiment en parler parce que c'est essentiel, oui. Ouais, Mhm. ouais. Mais la création, oui, tu as raison. De toute façon, dès lors où une personne reprend le goût de l'expression, de dire ce qu'elle ressent, et peut-être même simplement le plaisir d'exprimer, que ce soit par la peinture, la musique ou un temps qu'elle se donne à elle-même, l'écriture, bien, elle reprend goût à la vie et là on a gagné quelque chose, quoi. La création, pour moi, c'est un acte de guérison puissant qu'on néglige beaucoup. Oui, C'est un acte de guérison beaucoup qu'on néglige beaucoup parce que, bon, peut-être parce qu'on ne le voit pas comme tel, en fait. On le voit trop peut-être comme un moyen de production, voilà, alors que c'est d'abord un moyen de guérison. mhm. C'est-à-dire, indépendamment du résultat, dès l'instant où tu écris, dès l'instant où tu peins, dès l'instant où tu dessines, tu es déjà dans la guérison. Et en plus, tu le sens, tu peux le sentir direct. Voilà. Oui. Et surtout, je dirais que il y a cette notion de concentration aussi qui est importante, hein. Ça, on le retrouve même dans la simple gestion de la douleur, hein. Quand on est concentré sur quelque chose, pendant ce temps-là, voilà, on peut se détourner le temps d'un instant, se détourner de tout ce qui nous Mhm. trouble. Donc, oui, ouais, c'est des stratégies qui sont très riches et essentielles. Ok, c'est pas mal. Je pense que là, on a un peu fait le tour. On a parlé des difficultés que les aidants rencontraient. J'ai retenu particulièrement l'isolement, la culpabilité, de prendre du temps pour soi alors que l'autre est en souffrance, et même la difficulté dans l'emploi du temps, surtout quand on a un travail, c'est un nouveau rendez-vous et tout. On veut que on veut que la souffrance s'arrête, mais on peut pas trop le dire. Ouais, Donc, on subit plus ou moins la vie au point de pouvoir finalement partir plus vite que la personne qu'on aide. Et que comme solution, voilà, il y avait pas mal d'approches, notamment donner l'opportunité déjà aux aidants d'avoir des temps de répit où d'autres personnes s'occupent de l'aider à part elles, où elles peuvent prendre un temps pour soi, penser à leur légèreté, penser à trouver du sens à la suite, peut-être à travers des visualisations, à comprendre que quand l'autre partira, il sera pas définitivement parti parce qu'il aura laissé quelque chose, des valeurs, des souvenirs, plein de choses. Euh, tout à fait. euh, Peut-être aussi lui donner l'opportunité voilà, de discuter avec l'aider. Peut-être l'aider lui donnera plus cette légitimité. De peut-être avoir aussi une éducation thérapeutique, ce que tu appelles à travers la création, la créativité, l'expression de soi pour des actes de guérison, et que cela pouvait être inscrit dans un projet où l'aidant sera plus autonome et que l'important finalement, c'était que ce soit régulier, Ouais. que ce soit régulier pour que ça puisse avoir un impact sur le long terme, en fait. Voilà. Euh, Oui, oui, oui. Et puis on a même beaucoup de personnes hein, qui
qui en fait deviennent bénévoles après aussi, tu vois. Donc après avoir traversé une épreuve, qui finalement viennent, viennent par leur bénévolat soutenir d'autres aidants et pouvoir leur apporter ben, ouais, un encadrement, une aide, une parole. Et ça, c'est important parce que je pense que très souvent, lorsqu'on veut aider quelqu'un, on veut trouver une solution. C'est, parce qu'on a envie, voilà, c'est comme une voiture, elle est cassée, on la répare et voilà, elle redémarre. Mais on l'a réparée. Mais pour très souvent, la problématique des aidants, c'est qu'ils sont face à quelque chose qui n'a pas a priori cette solution, quoi. Donc, c'est une position qui est difficile parce que c'est de se poser à côté d'une personne et d'accepter que juste le fait d'être là, c'est déjà beaucoup. Euh, donc, ça demande vraiment de l'ancrage, quoi, non. Donc là, on a beaucoup de personnes qui sont, ouais, qui après avoir vécu ça, s'investissent aussi dans l'associatif et c'est riche. Mhm. Et on peut vraiment compter sur eux parce que ils ont, ouais, ils ont saisi beaucoup de choses. Oui, ils ont surtout saisi ce que tu as dit là, c'est-à-dire que finalement, l'autre, de quoi il a besoin? Il a d'abord besoin de se sentir compris, de se sentir soutenu aussi. Ouais, Donc, le simple fait d'être présent sans avoir forcément donné, je sais pas, un manuel ou une solution, je sais pas, c'est déjà beaucoup. ouais, Moi, je connais des gens, sans être forcément dans la fin de vie, en fait, ce dont ils ont le plus besoin au début, c'est par exemple de parler, d'avoir quelqu'un qui les écoute même seulement. oui, oui, tout à fait. Et quelqu'un qui écoute, mais qui est pour autant dans ce rôle d'écoute n'est pas là pour donner des réponses. Juste écouter. Et ça, justement, en tant qu'aidant, c'est compliqué parce qu'on est traversé par une émotion et on a envie de, voilà, en donnant une réponse, en quelque sorte, de la balayer. Donc, ça demande une posture vraiment spécifique, hein, mais c'est essentiel. C'est essentiel pour l'autre parce que, effectivement, de savoir qu'il y a juste une personne, qu'il n'est pas tout seul. Ouais. Ça demande beaucoup de Ouais. patience, beaucoup de neutralité aussi par rapport à des choses qu'on va entendre, parce que une personne peut facilement parler 1 heure, 2 heures non-stop, alors que ça demande beaucoup de patience, parce que Ouais. à un moment donné, on peut être tenté soit qui écoutant de dire, ben là, soit de s'ennuyer, soit de vouloir s'occuper d'autre chose. Donc, il faut quand même un certain contrôle sur soi et de l'empathie. Voilà, c'est l'empathie qui peut permettre d'avoir cette Ouais. patience-là. D'où, comme tu disais, l'intérêt d'avoir vécu quelque chose de similaire, parce que là, on peut mieux comprendre ce par quoi l'autre passe. Du coup, on peut mieux être tolérant, mieux être patient. Mais voilà, c'est difficile si on n'a pas vécu quelque chose de similaire. Ou voilà, parce Oui, que oui, oui. Ou bien on l'a pas vécu, ou sinon, effectivement, c'est pour ça que les formations aussi sont assez importantes sur ce point-là, parce que c'est vraiment une posture à acquérir. Et la formation des aidants est riche. Oui. hmm, Ou des aidants ou des intervenants bénévoles. Ça, c'est des choses qui, en général, sont bien. C'est gratuit, quoi. ok. Ah, là, ça a coupé. Tu as bougé. Je pense qu'on va arrêter parce que tu as dû bouger la caméra et finalement, l'image est partie de ton côté. Mais c'est pas grave. Je vais arrêter le live et bah, on se dira la prochaine fois. Là, on était déjà à la fin, donc c'est pas mal. Merci à toi en tout cas, Pascal. Je sais pas si tu m'écoutes, mais on t'a perdu en vidéo, en fait. Je pense que c'est... Mhm. Pascal, hmm, je vais essayer de t'inviter. Sinon, bah, là, on était déjà à la fin. Je sais pas si les personnes présentes ont des questions.
si vous pouvez peut-être les mentionner là en bas, et puis Pascal pourra y répondre. Sinon, on va se dire merci à tous et à la prochaine live.